Samedi 13 septembre 2025. Nous sommes pratiquement, disons, à 3 mois déjà de la fin de l'année. Bienvenue donc à notre émission, le Labo Côte d'Ivoire, une émission co-animée par Jacques Roger avec le docteur Bogassako Gervais. Le titre de l'émission aujourd'hui, quelle stratégie après donc la décision controversée du Conseil constitutionnel? Alors, cher ami, comme vous le savez, le Conseil constitutionnel, censé être le gardien de la loi, est aujourd'hui accusé donc d'avoir fabriqué du faux. Opposants récalés, parrainage inventé, institution décrédibilisée, on peut le dire. Alors que certains parlent de coup d'État judiciaire, la question centrale s'impose. Après ce verdict, quelle stratégie pour l'opposition, mais aussi pour le parti au pouvoir? Alors, notre invité aujourd'hui est Dr Bogassako Gervais, que vous connaissez très bien, enseignant-chercheur, militant des droits humains et président donc de la FIDOP. Il est depuis son point bien calé dans le tas de Maryland. On va aller rapidement du côté du Dr Bogassako Gervais. Docteur, comment allez-vous? Bonjour, cher ami Jacques Roger. Je salue tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui sont connectés sur votre chaîne. Je salue l'Afrique, mais le monde entier également. Et puis, merci à toi, cher ami et frère, de me convier à cet entretien hebdomadaire. Voilà, merci. Ça fait plus de 3 mois que vous êtes en exil. Quel est réellement, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Je m'excuse si je vous pose la question toutes les semaines. Oui, parce que vous avez bien raison. C'est toujours bon de voir, de tâter aussi, de jauger mon état d'esprit. Je suis toujours il n'a pas varié véritablement parce que les événements se succèdent et puis de plus en plus alarmants. Je vois que le RHDP a redoublé sa stratégie de passage en force, on va en parler. Et puis, de part et d'autre, et aujourd'hui, chez moi, du côté, dans le lot d'Ibois, qu'il s'agisse de Lakota ou d'Ivo, les enlèvements se précisent dans les villages de Zikisso, de Divoville, ces jeunes que je connais qui aiment leur patrie, qui aiment leur pays, voilà, ils sont enlevés. Et aujourd'hui, je voudrais déjà commencer par le dénoncer et puis dire que c'est ça mon état d'esprit, que chaque jour, un peu plus s'assombrit en m'inquiétant pour ce qui adviendra dans notre pays. Mhm, mhm. Qu'auriez-vous fait, docteur Boga, si vous étiez aujourd'hui au pays, avec tout ce qui se passe? Ah non, si j'avais été au pays, c'est sûr que j'aurais été déjà arrêté. Je ne suis pas surpris que, ah oui ou non, si Mhm, j'avais encore de la chance. Ils disent qu'ils ne tuent plus et tout ça, mais Alino Faso est là. mhm, Alino Faso est là. Quelle est la différence entre Alino et Faso et ce jeune Ziggy et tous ces jeunes qu'on enlève? On ne sait même pas pourquoi on les enlève, notamment ceux qu'on a pris dans les villages de Zikisso, de Divo, tout ce qui est récent, là, la liste, elle est là sous nos yeux, elle a été diffusée sur les réseaux sociaux. On ne sait pas pourquoi on les enlève. Et ce que nous craignons en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est que lorsqu'on enlève ces personnes-là, on ne sait pas comment elles sont cuisinées, comment elles sont torturées, parce que ce régime ne peut pas changer. Il découle de la rébellion, les méthodes, les gens qu'on mettait dans les conteneurs et tout cela. De toute façon, la CPI a tout le dossier. Tôt ou tard, chacun rendra compte. mhm, Pour l'instant, ils sont en train de lutter pour s'éterniser au pouvoir, pour se protéger. Mais c'est peine perdue. mhm. Et Peine j'ai perdue. dit, Merci beaucoup, docteur Boga Sako, donc Gervais. Alors, nous allons aller très rapidement. On parle donc du bilan de la décision donc, du Conseil constitutionnel. Alors, la première question, je vais vous poser, docteur Boga. Si le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, s'agit-il alors pour, disons, il agit donc, est-ce qu'on peut dire le Conseil constitutionnel agit donc pour celui qui l'a nommé? c'est tout à fait vraisemblable. Voilà. Ou alors, autrement, s'il n'a pas dit le droit, en fait, la décision qui a été rendue, je suis désolé de le dire, hein, et Dieu merci, je ne suis pas le seul. Plusieurs observateurs, et des plus calés en droit. Parce que nous autres, nous le sommes devenus par la défense des droits de l'homme. Donc nous lisons le droit. De toute façon, Descartes disait, et je cite, Mhm, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée.
le bon sens. Bon. Cela veut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être un spécialiste d'une décision du droit, j'allais dire, pour comprendre une décision de justice ou bien une décision du Conseil constitutionnel. Et les juristes eux-mêmes, ils ont adopté cet adage-là qui n'est pas très loin de la maxime, j'allais dire, de René Descartes. Ils disent, nul n'est censé ignorer la loi. À partir de là, ce n'est pas qu'ils font de tous les citoyens des juristes, mais au moins des personnes capables de lire et de comprendre le droit avant que la règle de droit ne s'impose à eux. Donc, nous tous, nous sommes assez légitimes pour pouvoir comprendre et analyser un texte de droit. Là, quand les gens disent que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, on ne va pas refaire toutes les analyses, mais on peut récapituler. Premièrement, sur la question du quatrième mandat, le Conseil constitutionnel actuel s'est-il prononcé là-dessus? Non. Parce que le débat a ressurgi. On aurait pu dire qu'en 2020, le débat a eu lieu et que le débat est clos. Mais non, il n'est pas clos, justement. Il n'est pas clos parce qu'il revient sur la table. Il n'est pas clos parce que le RHDP a menti aux Ivoiriens. Il a trahi. C'est ce que j'ai appelé à l'époque une haute trahison que le président de la République a fait. Lorsque vous allez en campagne pour soi-disant le changement de la Constitution, vous dites que ce n'est jamais pour permettre à M. Ouattara de faire un autre mandat. Donc, lorsqu'il le fait, non seulement il viole la Constitution, mais il viole sa parole. De toute façon, M. Ouattara nous montre qu'il n'a pas de parole. Il dit que souvent, la parole donnée ne compte pas devant les exigences. Or, les exigences sont des intérêts personnels, des intérêts privés du RHDP. Ce ne sont pas nos intérêts. Si c'était les intérêts nationaux, on aurait pu dire, on comprend le président, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Comme un intérêt national s'était imposé à M. Gbagbo, en 2005, le pays était coupé en deux. Et au regard de la Constitution, il ne pouvait pas faire d'élection. Donc, il a dû continuer pendant 5 ans encore. Ça, c'est un intérêt national, un intérêt majeur, mais ici, il n'y en avait pas. Deuxièmement, sur la question toujours de ce que le Conseil concerne, non seulement il ne s'est pas prononcé sur le quatrième mandat, il a contourné la question, évacué le dossier, et même dans ce dossier-là, il y avait encore quelque chose qui préoccupait les Ivoiriens, qui concernait M. Ouattara. On a vu que des Ivoiriens ont été condamnés sur la base de l'article 48 du code de la nationalité. Les Ivoiriens sont en droit de se dire, mais est-ce que le président actuel de notre pays, qui à un moment donné s'est prévalu de la nationalité burkinabé, est-ce qu'il a renoncé à sa nationalité étrangère? Là encore, le Conseil constitutionnel a botté en touche. Donc, il y a des questions de droit qui sont restées sur la table. Et je m'en vais ajouter un autre élément. Chers amis, ici, vous et moi, quand nous faisons le bilan, on se rend compte que finalement, la Côte d'Ivoire a un problème j'allais dire, de cohérence entre la loi fondamentale et le code électoral. Je vais être clair. C'est-à-dire que la Constitution a prévu des conditions pour toute personne qui veut briguer la magistrature suprême du pays. Et le code électoral, en fixant les modalités pour la mise en application de ce qu'a prévu la Constitution, le code électoral est allé inventer de nouvelles conditions. Donc, du coup, il y a une sorte de contradiction entre le code électoral et la Constitution. Je pense que le Conseil constitutionnel était bien placé, mieux placé, pour régler cette question-là définitivement. Si c'était un service rendu à la Côte d'Ivoire, mais là encore, le Conseil constitutionnel a botté en touche. Que veux-je dire par là? L'article 55 nous fixe des règles connues. Il faut être de nationalité ivoirienne exclusivement, il faut avoir un des deux parents, il faut avoir 35 ans minimum, des choses comme ça. Et puis, le code électoral, lui, il en rajoute en disant le parrainage. Le parrainage, ce n'est pas une modalité. C'est une nouvelle condition qui n'est pas prévue dans la Constitution. La caution qui est passée depuis, à l'époque, c'était 5 millions. Après, au fouet avait mis ça à 20 millions. Aujourd'hui, c'est passé à 50 millions. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Et c'est pour cela que, chers amis, comme nous sommes des gens d'avenir,
après tous ces brouhahas d'aujourd'hui, il faudrait que les règles majeures des conditions pour le président de la République soient fixées dans la Constitution et que le code électoral joue le rôle un peu comme, tu sais, cher ami, quand nous créons nos associations, on a les statuts qui fixent les règles et puis le règlement intérieur vient pour donner l'explication, les modalités, voilà, les détails. En aucun cas, le règlement intérieur peut fixer des conditions qui ne soient pas prévues dans les statuts. C'est ça. C'est un peu l'exemple que je peux donner pour que nos compatriotes comprennent très bien ce qui nous arrive. La Constitution a prévu des règles et le code électoral, plutôt que de donner les modalités d'application de ces règles-là, de mise en œuvre de ces règles, a fixé de nouvelles règles. Et de nouvelles règles qui ont été prises par ordonnance du président de la République, qui lui-même est candidat et qui lui-même est président d'un parti politique. Voici les incohérences que nous pensions que le Conseil constitutionnel aurait pu régler et qui malheureusement sont restés sur la table. Et le dernier point, je m'en vais finir sur le bilan des failles, des limites, de l'échec du Conseil constitutionnel, c'est sur la question des parrainages. À l'évidence, quand j'écoute les différents candidats, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi exactement ce que le code électoral a prévu, disons ce que la commission électorale indépendante avait dit à tous les candidats, à savoir qu'il fallait 1% du corps électoral dans 17 régions du pays et 2 districts. Malheureusement, quand on prend le cas du président Laurent Gbagbo, je parle sous le contrôle de son avocate, maître Abiba Touré, il est démontré que la règle n'a pas été appliquée. Ils sont allés au-delà. Comme le président Laurent Gbagbo a fait comment dirais-je, il a fait du prélèvement et les parrainages dans 27 régions, on lui a appliqué les 1% des 27 régions, alors qu'il ne fallait s'arrêter qu'à 17. Quand vous allez prendre Afi Nguessan, c'est pareil, il ne reconnaît même pas les pareils qu'on a utilisés. Quand vous prenez Assalé Tiemoko, c'est pas... Donc vous voyez, sur toute la ligne, même si c'était un seul candidat, on aurait pu dire, bon, peut-être que, mais là, la plupart, beaucoup de candidats, en tout cas les ténors, font remarquer que sur le parrainage, ils ont été dupés, ils ont été floués. En conclusion, le Conseil constitutionnel n'a pas accompli sa mission. Il s'est plutôt concentré sur sa vocation politique. Et c'est pour cela que moi, personne ne peut m'enlever de l'esprit. J'ai l'impression, et c'est ce que cela me donne à voir, que M. Ouattara lui-même a choisi les personnes qu'il fallait pour l'accompagner. Et puis, allez, mandat a été donné au Conseil constitutionnel à la de trouver les parrainages pour les aider. Parce qu'il y a des gens qui sont retenus, on ne sait pas trop, on a le droit de douter sur leur parrainage, alors que des candidats traditionnels tels qu'Afin Descent a été recalé, et des candidats qui étaient vraiment en vogue ont été recalés, etc., etc. Voilà un peu ce que je peux dire. Il faut que cette question soit claire pour nous tous. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Ça, c'est mon point de vue. On ne peut pas me l'enlever et je ne suis pas le seul à le penser. Beaucoup d'Ivoiriens le pensent, hélas. Et j'ai dit. D'ailleurs, l'avocat Robert Bourgi a parlé d'une prestation donc de guignol. Il allait un peu plus loin. Est-ce que vous partagez un peu cela? Ah oui, mais Robert Bourgi, je pense que ce monsieur, depuis qu'il a sorti son dernier livre, Ils savent que je sais tout, dans lequel il dévoile que Nicolas Sarkozy a voulu et a bien réussi à vitrifier le président Laurent Gbagbo. Il est dans une sorte de confession. Donc, on ne peut pas douter de sa parole. Et quand il le dit, moi, je le comprends bien parce que c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Et moi, pour avoir beaucoup travaillé avec les juristes, je considère que le Conseil constitutionnel a joué le rôle de la judiciarisation de la volonté d'un homme politique. Je veux dire cela de façon simple pour que nos compatriotes comprennent. C'est-à-dire que le président de la République a donné des consignes. Oh, je veux un tel, un tel, un tel. Débrouillez-vous pour trouver les arguments judiciaires, les arguments juridiques pour que vous puissiez rendre cela conforme au droit. Exactement comme à l'époque, vous vous rappelez, à Pretoria, lorsque Thabo Mbeki donne, comment finalement il s'entend avec Laurent Gbagbo, il lui donne sa pensée.
Et le président Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire et puis il va rendre juridique, il va, il va rendre conforme cet, cet arrangement qui a été trouvé pour que M. Ouattara soit candidat. C'est ce que j'appelle la judiciarisation d'une décision politique ou bien d'une décision d'arrangement. Voilà, c'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. M. Ouattara s'est choisi ses clients, il s'est choisi ses candidats et le Conseil constitutionnel les a validés. Et en les validant, malheureusement, il a commis des impairs en donnant à certains le nombre de parrainages qu'ils n'avaient pas présenté, en faisant un peu, voilà, c'est une mise en scène grossière qui est aujourd'hui dévoilée. Et j'ai dit. Après le coup d'État constitutionnel, certains parlent de coup d'État judiciaire. Est-ce que vous partagez un peu cette manière de voir les choses? Oui, le quatrième mandat est un coup d'État constitutionnel. Et donc, le Conseil constitutionnel, en le validant, effectivement, a validé le coup d'État constitutionnel, a validé le coup d'État judiciaire, a fait, voilà. Donc, et puis, quelque part, et c'est pour cela que je suis toujours logique. Je dis, demain, quand on va demander les comptes, il ne faut pas s'en prendre seulement à M. Ouattara. M. Ouattara peut être un dictateur, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais vous êtes des juristes, vous êtes des techniciens du droit, vous êtes des spécialistes de la pratique du droit. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller dans son sens. Auquel cas, c'est vous qui devrez assumer. En le disant, je vais dire que le Conseil constitutionnel devra assumer. Et c'est pour cela que hier, je m'étais insurgé, étant en Europe, et je m'étais insurgé contre le fait qu'on transfère M. Gbagbo à la CPI. Le Conseil constitutionnel dit qu'il a gagné. Et vraisemblablement, c'est le Conseil constitutionnel de l'époque qui n'avait pas respecté le code électoral en son article 64, qui disait que s'il y avait des fraudes, il fallait tout reprendre. Et lui, il a sélectionné un certain nombre de départements, il y en avait 7 dans le nord, il a annulé, et puis il dit Laurent Gbagbo a gagné. Mais ce n'est pas Laurent Gbagbo qui s'est autoproclamé. Il a été proclamé par un conseil constitutionnel. Donc, il profite d'une décision. Ici, M. Ouattara est le premier responsable du pays. C'est lui qui a nommé le conseil constitutionnel dans son entièreté. C'est lui qui donne sa feuille de route. Et le conseil constitutionnel n'est pas obligé. C'est la même chose que dans l'armée. Parce qu'à l'époque, on a fait aussi de la formation dans l'armée. Quand ton chef, votre chef vous dit allez tuer, comme ce qui se passe aujourd'hui, allez-y enlever les gens. Allez-y. Demain, quand on va faire le compte, ne dites pas que c'est M. Ouattara qui m'a envoyé parce que c'est toi qui as la gâchette. C'est toi qui as la responsabilité. Et même dans les nouvelles dispositions de l'armée ou de la police ou de la gendarmerie, il est dit clairement que même si ton chef te donne une instruction d'aller tuer, mais toi-même en âme et conscience, tu sais que c'est une violation des droits de l'homme, tu sais que c'est contraire à la loi, tu sais que c'est une atteinte à la vie humaine, tu n'es pas obligé. Si tu le fais, c'est toi qui vas assumer. Voilà un peu ce que cela m'amène pour dire que les responsabilités seront situées et chacun devra assumer sa part de responsabilité. Et j'ai dit. En fait, si je comprends, ce verdict vise à ouvrir donc un boulevard, j'allais dire, au président sortant, M. Alassane Ouattara, pour un quatrième mandat. Ça, c'est bien clair, c'est évident. À l'état actuel, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pour cela que on allait en venir à l'autre point, mais peut-être que j'anticipe. C'est pour cela que les candidats qui ont été retenus ont une responsabilité aussi. Parce que eux tous, ils sont d'accord que le système électoral n'est pas parfait. On a tous mené le combat. On a mené le combat avec Mme Simone Evé Gbagbo, par exemple, ne serait-ce qu'elle. À partir de ce moment-là, lorsque vous êtes retenu, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous devez continuer à mener le combat parce qu'aujourd'hui, les 4 candidats qui ont été retenus face à M. Ouattara ont une certaine légitimité de parole. Parce qu'ils ont été quand même supportés, soi-disant, comme une partie de l'électorat. Donc, c'est à eux de lever la voix pour dire oui, nous sommes 4 candidats retenus face à M. Ouattara, mais à l'évidence, si la liste électorale n'est pas dépoussiérée, si comment on appelle ça, la commission électorale n'est pas réformée, nous craignons fort d'aller à cette élection où nous partons déjà en victime résignée, où nous partons déjà perdants. Voilà ce qu'il faut faire. Mais s'ils ne le font pas, mais ils auront été complices, il faut que je le dise, ils auront été complices de M. Ouattara. Parce qu'en l'état actuel, M. Ouattara a monté sa stratégie à 100%, à 200% pour gagner même dès le premier tour. Et si vous voulez, oui, si vous voulez mon avis sur cette stratégie,
Voilà, puisqu'on parle donc de stratégie, docteur Bogassako Gervais, alors vous avez déjà commencé déjà à parler de la stratégie du RHDP. Je vais vous laisser continuer. Et en plus, parler aussi de la stratégie donc, de l'opposition, puisqu'on observe depuis un certain temps des réunions au domicile hein, donc, de M. Laurent Gbagbo. Alors, je vous permets certainement donc, de décrypter les deux stratégies possibles des deux camps. Très bien. Alors, commençons avec le RADP. Mais le RADP, c'est ce que j'ai dans notre saisine du procureur, c'est-à-dire dans la note d'information que nous avons envoyée au procureur. Parce que, comme je l'ai dit, la FIDOP et une autre organisation sœur basée à Paris avons saisi le procureur de la CPI. Mais à quel effet? Dans quel but? Mais dans le but de lui verser un certain nombre de violations des droits de l'homme, de violations des crimes contre l'humanité qui se commettent, les tortures qui se commettent. Parce que voilà, c'est au procureur, nous l'invitons à aller enquêter. Nous, ce sont des allégations que nous faisons et il appartient au procureur de la Cour pénale internationale d'aller enquêter ou vérifier. Dans ce dossier-là, nous avons déjà évoqué un certain nombre de la stratégie du RADP, nous l'avons appelé un plan commun, un plan qu'ils ont mis en place, un plan qu'ils ont développé. Dans leur stratégie, il faut enlever tous ceux qui peuvent être des leaders, des mobilisateurs, qui ont des jeunes qui ont un certain aura, une certaine aura, qui ont la capacité de mobiliser les jeunes. Il faut les enlever un à un, il faut les séquestrer, il faut les torturer et puis il faut les museler. Et le dernier cas en date, c'est le cas de Ibrahim Zidi. C'est un jeune influenceur qui n'est pas véhément, qui n'est pas insulteur, non, mais qui est très aimé par la jeunesse, il est très jeune et qui est très suivi. Le pouvoir estime que ce type d'influenceur peut influencer les jeunes et les amener à se mobiliser. Et surtout qu'il a abordé un point très sensible en disant que le jour où le Conseil constitutionnel donne sa décision, s'il vous plaît, allons dans les maquis, allons exprimer notre joie ou bien notre mécontentement dans les maquis, etc. Et donc, très vite, ils sont allés l'enlever chez lui à la maison et il se trouve aujourd'hui à la maison d'arrêt d'Abidjan. Donc, voici, par exemple, donc la stratégie, c'est celle, et c'est ce qui se déploie aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a fini de donner son verdict unique. On ne sait pas pourquoi on va à Zikiso, dans un village spécialement, aller prendre les jeunes là-bas, aller à Divo, parce que vous savez que la région du Lot-d'Ibois, nos parents ils sont des hommes de caractère. Hein, ça, c'est notre culture. Des gens qui ne se laissent pas soudoyer, des gens qui sont intègres, des gens qui sont, j'allais dire, très loyaux et qui aiment la vérité. Ça, la vérité caractérise le Dida. La vérité et la justice. Voilà. Proposer des millions à un bon Dida, il ne va jamais mordre à la part. À la limite, il peut prendre votre argent et puis il va venir vous narguer en disant la vérité. Et vous aurez vos yeux que vous pleurez. Et donc, ils sont allés dans cette région-là qui est très mouvementée, à Zikiso, je ne sais pas pourquoi particulièrement, mais en tout cas à Divo, je sais que le jeune Ouadja, je crois qu'il s'appelle Ouadja, il a été enlevé, je le connais très bien. C'était un ancien leader de la FESI, un de mes jeunes frères aussi, de la même ville, et tout comme à Zikiso, tous ces jeunes frères qu'on a enlevés. Donc la stratégie du RADP, c'est d'enlever les jeunes qui sont capables de mobiliser. Mais il y a un deuxième élément dans leur stratégie. Et vous l'avez perçu ce week-end-là, ces jours-ci, où M. Ibrahim Sissé Bakongo, à la une d'un journal de vos confrères, qui dit « Nous ferons tout pour que le peuple de Côte d'Ivoire aille voter. Nous ferons tout. » Mais ça veut tout dire. Chers amis, rappelez-vous, souvenez-vous de la stratégie en 2020. En 2020, l'élection a été perturbée, beaucoup perturbée par endroits. Il y a eu même des troncs d'armes qui ont été déposés sur des voies, etc.
Mais comment ils ont fait? Leur stratégie, c'est que même s'il y a 2 ou 3 qui ont voté, surtout dans le Nord, puisque dans le Nord, il n'y a pas beaucoup trop d'opposition. Donc, comme nous sommes dans un système bizarre, où le taux de participation n'influence pas tant que ça l'élection, même s'il y a 15% ou 10% de votants, 10% de taux de participation, l'essentiel c'est qu'il a été élu. Et c'est pour cela que ce qui est triste, après, comment un tel président-là est regardé dans la communauté internationale. D'ailleurs, même un président qui fait un 3e mandat, c'est comme s'il y a un classement. Vous savez très bien que notre pays a été classé, je ne me rappelle plus bien de l'organe, où on a dit que la Côte d'Ivoire a un système hybride, comment dire, non pas hybride, c'est le mot juste. La commission de notation a dit que la Côte d'Ivoire est un pays, la démocratie en Côte d'Ivoire est hybride. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on est dans un régime démocratique, on ne sait pas si on est dans un régime dictatorial, c'est hybride. Ça veut dire c'est bizarre. Voilà. On a les textes, mais à l'application, c'est des violations des droits de l'homme à n'en point fini. Bref, en résumé, la stratégie du RHDP, c'est le passage en force. Ils sont en train de compter les jours en se disant, chaque jour qui passe, on gagne un point. Chaque jour qui passe, on avance vers le 25 octobre. Au 25 octobre, on bloque tout, on met partout la militaire. Dès 17h, 18h, on sort, Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils cherchent. Or, moi, j'estime que chaque jour qui passe est un jour de gagner, mais c'est un jour qui nous rapproche de la mort. Je répète, chaque jour que l'on vit est une victoire sur la mort, certes, mais un pas vers la mort. Et chaque jour qui passe, M. Ouattara sait qu'il est en train de s'approcher vers son gouffre. Hélas, et j'ai dit. Merci beaucoup, Dr Bogassako. Gervais, au niveau de la stratégie donc, du RHDP, je crois que ça va un peu plus loin. Hein. Actuellement, des cadres influenceurs donc, du PPACI sont traqués. On voit aussi la multiplication des procès encore contre le PDCI-EDA pour le fragiliser. Tout à fait. Tout à fait. Cadre rallie encore le RHDP, hein, Dr Bogassako. Alors, l'opposition peut-elle malgré tout trouver donc la force de s'unir pour faire bloc face à ce régime, à votre avis? Alors, regardez maintenant dans la stratégie de l'opposition. Prenons le cas de figure où M. Gbagbo, M. Tidiane Thiam aurait été, comment dirais-je, retenu comme candidat. Est-ce que vous pensez que c'était fini directement? Allons-y à l'élection. Ce n'était pas le cas. Je rappelle très bien parce que les revendications de l'opposition et de la société civile ne se limitaient pas à ce que M. Gbagbo et M. Tidiane Thiam soient retenus sur la liste électorale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agissait, soient retenus comme candidats. Ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. N'oublions pas la question du 4e mandat. Qu'en est-il? Le débat reste sur la table. Quand on a fini avec ce débat, mais qu'en est-il de la liste électorale? Qu'en est-il de cette CEI partisane? Parce que, cher ami, une chose est d'être retenu comme candidat, mais une autre, c'est quand même de peser dans l'élection. Parce que si c'est pour avoir 3% ou bien 4%, n'oubliez pas que même les personnalités qui ont été retenues, elles jouent leur survie politique. Si vous accompagnez M. Ouattara, que vous en sortez avec 2%, votre carrière politique est morte. Et tout ce que vous aviez investi, prenons le cas de M. Domelo, qui est connu pour être un ancien membre du FPI avec Laurent Gbagbo, qui a participé à la formation de ces jeunes, etc. S'il sortait de cette élection avec 1% ou 2%, sa carrière politique serait terminée. Or, il faut savoir investir. Il faut savoir investir pour que demain, le peuple puisse vous reconnaître comme un bon leader. Aujourd'hui, le peuple est confronté à une question d'un monsieur qui viole toutes les règles et qui s'impose. Vous, en tant que des personnalités qui voulaient nous diriger demain, qu'est-ce que vous dites vis-à-vis de cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec la liste électorale? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette CEI?
Est-ce que vous êtes d'accord avec le quatrième mandat? Voici la question qui se pose aujourd'hui. Et c'est pour ça que la stratégie de l'opposition qui veut forcément s'organiser pour faire barrage, sa stratégie n'est pas compliquée. La première des choses, on fait le point de tous ceux qui ont été éliminés. Et je pense que là, vous êtes témoin en tant que journaliste, vous êtes témoin de ce que des amis et frères que je connais très bien, M. Saleh Tiemoko, M. Vincent Tobi, sont allés rendre visite à la demande du PPACI, du président Laurent Gbagbo. Ils sont allés à sa résidence pour parler. Je pense que c'est de bon augure. Je pense que M. Afi Nguessa aussi y est allé et un certain nombre de personnalités continueront d'y aller. Je pense que ça, c'était la première des choses à faire. Et ça, je voudrais saluer le président Laurent Gbagbo pour sa. J'allais dire, bon, c'est pas étonnant en fait. C'est un homme politique avisé, aiguisé, et donc il sait comment il faut marcher. Dans tous les cas, les manifestations qui ont eu lieu de masse, j'allais dire, les manifestations qui ont eu lieu n'ont jamais obligé personne à y participer. Mais tout le monde se sentait ivoirien. Avoir 1 million et plus d'Ivoiriens dans les rues, ça fait chaud au cœur. Et on se dit qu'on ne perd pas notre temps dans ce combat. Je voudrais comprendre un peu ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que l'opposition doit faire aujourd'hui? Participer à ces élections? Ou bien, docteur Bogasako, boycotter avec la multiplication donc des manifestations. Et si l'opposition doit participer à ces élections, est-ce que vous pensez qu'il faut une stratégie pour avoir un candidat unique face à M. Alassane Dramane Ouattara? D'abord, je n'aime pas trop le terme boycotter. Le terme boycotter a fait plus de tort à la démocratie dans notre pays que de bien. Le boycott a permis au RADP de s'asseoir dans tous nos villages, surtout nos villages du Sud. Moi-même, vous arrivez dans votre village, celui qui est le maire, c'est pratiquement quelqu'un qui n'est même pas de la région, qui n'est même pas du village. Alors que les régions, les élections locales sont quand même des élections des fils de la localité pour choisir un d'entre eux qui va mener la politique de développement de la région. Mais quand quelqu'un vient d'ailleurs, il fait semblant de développer un peu, mais en même temps, il développe aussi, il n'oublie pas d'où il vient. Donc, vous voyez que tout ça, c'est le boycott qui a permis cela. Donc, le boycott n'est pas une bonne stratégie. Deuxièmement, l'opposition doit participer à cette élection. Mais cette élection-là, en l'état, de mon point de vue, ne devrait pas se produire. Cette élection ne devrait pas avoir lieu en l'état. C'est parce que, vous me dites, le Conseil constitutionnel a fini sa part. Maintenant, le RHDP nous a montré une meilleure stratégie. Le RHDP, là, il nous a montré une meilleure stratégie. C'est que même une décision du Conseil constitutionnel, on peut la contester. Une décision du Conseil constitutionnel, on peut la combattre. Sauf que le RHDP a combattu la décision du Conseil constitutionnel de 2010 avec des armes, soutenues par la communauté internationale. C'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce que je n'accepterai pas en tant que défenseur des droits de l'homme, parce que ces genres d'actions armées font plus de victimes. Dans le pays, on a connu 3000 morts. Mais M. Ouattara est vivant. M. Laurent Gbagbo est vivant. Vous et moi, nous sommes vivants. Et on a perdu quand même des compatriotes. Donc, la question de prise des armes que M. Ouattara et son parti ont passé, n'oublions pas, hein, ne cachons pas les choses. Hein. Le RADP, quand il est né, il s'est allié aux trois mouvements rebelles. À l'époque, ils avaient créé le G7. Tout ça, ça se trouve dans mes livres. Hein. On n'a pas le temps de revenir là-dessus. S'ils veulent des démonstrations, je peux les faire. L'accointance entre le RADP et la rébellion d'hier, il n'y a pas de débat. Donc, arrêtons de nous fatiguer en disant que ce sont des accusations, c'est vérifié. Ils avaient créé le G7, les 4 partis politiques, RDR, PDCI, UDPCI, MFA. Et puis les 3 mouvements rebelles, ils ont créé le G7. C'est acté. Et ça se trouve dans nos livres, dans les archives. Bref, chers amis, l'opposition doit se mettre ensemble. Toute l'opposition significative, toute l'opposition déterminée doit se mettre ensemble et se lever contre cette décision unique du Conseil constitutionnel. Et en cela, les concertations qui ont lieu en ce moment sont de bon augure. Le PDCI est allé voir le président Laurent Gbagbo, ils sont dans un front commun, ils vont harmoniser leur stratégie. J'ai cru lire quelque part que le PPACI a demandé à tous ses représentants d'adresser des courriers
comment dire, ça va être un courrier standard écrit par la direction et qui sera remis à chaque représentant sur toutes les grands territoires pour donner aux différents préfets. Ce qui veut dire que chaque représentation aura le droit de suivre le mot d'ordre qui viendra du parti. Et je pense que ce ne sera pas une appel du PPACI seul. Voilà, c'est une question de non seulement du Front commun, mais de tous les Ivoiriens. D'accord. Alors, nous sommes pressés par le temps rapidement. Je vais vous poser peut-être une ou deux questions et puis certainement vous libérer. C'est que vous êtes très, très occupé. Vous avez encore des rencontres au niveau donc, des États-Unis. On parle donc de New York et tout ça. Alors, la bataille de la Exact. communication a déjà commencé. Hein. Selon donc des informations, le RHTP dépense des millions donc, de nos francs dans des officines et surtout aux États-Unis pour contrer M. Tidi Amtiam et autres. Alors, l'opposition, à votre avis, doit-elle donc investir donc davantage dans la communication donc internationale, notamment via donc la diaspora et donc les médias étrangers? Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que, parce que vous abordez là une question qui est très sensible. Cher ami, dans la guerre, c'est d'abord, elle n'est pas que physique, elle est d'abord communicationnelle. Ce qui avait manqué à l'époque au président Laurent Gbagbo, vous savez, hein, je reviens d'exil, j'étais revenu d'exil. Ce qui avait manqué, quand on prend le président Laurent Gbagbo à l'international, aucun média ne le soutenait. Rien, nulle part. C'est après les 10 années, à travers la réaction de la diaspora, qui est toujours à la haie, que les médias, en marchant à Paris, en braquant les médias, d'autres médias sur la résistance, que petit à petit, ça a pris. Donc aujourd'hui, il faut inverser la tendance. Il faut que la communication soit renforcée. Il faut que la diaspora soit soutenue. Parce que la diaspora, là, à part Paris, où on a la chance d'avoir la plus grande diaspora ivoirienne à Paris, du côté de l'Europe, mais la diaspora, sa force, c'est dans le lobbying, c'est dans la communication, c'est dans les rencontres avec les diplomates. Depuis qu'on est là, on en rencontre des sénateurs pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour que les gens comprennent. Donc, M. Ouattara a toujours fait ça. Il a toujours misé, parce que lui, il aime son image policée, même si, dans le fond, c'est un violateur de la Constitution. Voilà. De toute façon, cher ami, je ne sais pas quels sont les Occidentaux qui peuvent se laisser distraire. Quand un président fait un troisième mandat, à fortiori un quatrième, dans la communauté internationale, il est moqué, il est mal vu, il est désavoué. Et lorsqu'il enlève des gens avec des encaboulés, on l'appelle un dictateur et un violateur des droits de l'homme. C'est ce qui attend M. Ouattara. Et j'ai dit. D'accord. Merci beaucoup, docteur Bogash Sako Gervais. Vous avez demandé à l'opposition de s'unir ou disparaître. Avant de vous laisser partir au peuple ivoirien, quel appel lancez-vous aujourd'hui? Résister ou patienter? Non, mais non, les Ivoiriens, ils savent. Aujourd'hui, ce que nous menons, c'est un combat pour la nation. C'est un combat pour la patrie. La Côte d'Ivoire ne peut pas rester là, regarder ses fils, ses vaillants fils, qui ont la capacité d'analyser, de parler, les voir enlevés, les enfants torturés. Mais si le régime RADP se fait sans confiance, pourquoi il enlève des jeunes, parfois même qui n'ont rien fait? Aujourd'hui, je comprends que Ibrahim Zidi n'avait rien fait. Ils sont allés l'enlever parce qu'il représente un danger. Les jeunes qu'on enlève au PDCI, au PPACI, selon eux, ils représentent un danger parce que leur stratégie, c'est de faire un passage en force. Les Ivoiriens savent, ça fait 15 ans qu'on n'a pas de liberté dans notre pays. On n'a pas de droit à la parole. Les droits de l'homme sont confisqués. Et les richesses se trouvent entre les mains d'une poignée. Les Ivoiriens savent. Donc, ce n'est pas une affaire de dire, oui, c'est leur affaire, ça ne m'intéresse pas. Rien ne va en Côte d'Ivoire. Rien ne va en Côte d'Ivoire. La vie est devenue chère parce qu'ils sont trop riches pour acheter les RAV4, pour acheter comment ils appellent ça, Land Rovers. Mais à l'époque, c'était des qualités moindres. RAV4, aujourd'hui, là, ce sont des Range Rovers. Ils sont devenus tellement puissants. Et donc, ils ont pris toute l'économie pour se la partager avec les grandes puissances, les firmes internationales. Les Ivoiriens n'ont rien dans leur propre pays. La balle est dans le camp des Ivoiriens. C'est notre pays et nous devons tous nous battre pour que ce pays-là retombe sur ses deux pieds avec une démocratie. On veut tous les candidats sur la liste et que nous ayons la liberté de choisir notre futur président de la République. C'est ce qui va se passer. Sans cela, cette élection
ne devrait pas avoir lieu. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bogasako. 30 secondes, à votre avis, le président du PDCI doit rentrer en Côte d'Ivoire ou bien continuer de lobbying à l'extérieur? Ah non, là où il devait, s'il était rentré avant la décision du Conseil constitutionnel, peut-être. Mais là où on est arrivé, je pense que M. Ouattara est dans tous ses étapes. C'est parce que le président Laurent Gbagbo, là, il a tellement peur qu'il ne peut pas oser. Mais le jeune Tidiane, il est obligé de se préserver encore. Parce que c'est comme si là, s'il descend maintenant, c'est pour se livrer. Ils vont tout faire pour l'arrêter en disant que non, c'est une procédure judiciaire, c'est faux. Il n'y en a rien du tout. Et donc, au contraire, il fait plus peur en étant à l'extérieur que lorsqu'il est à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il sera contrôlé, il sera muselé et il ne pourra pas bouger. Par exemple, s'il arrive qu'on le met sous résidence surveillée, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que militant? Vous ne pouvez rien faire. Alors qu'à l'extérieur, il peut encore donner de la voix, il peut voyager dans toute l'Europe, dans les États-Unis. Le combat ne fait que commencer. Je vous assure, cher ami, et je dis. Merci beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Et surtout, hein, bon séjour au niveau donc de New York. Voilà, merci beaucoup. Alors, ceux qui nous suivent en ligne, nous avons commencé, disons, la FIDOP au niveau des États-Unis a commencé un fundraising. Ce n'est pas la demande du docteur Bogasako, hein, c'est plutôt la FIDOP qui fait donc un fundraising pour soutenir les actions du docteur Bogasako Gervais aux États-Unis, ses déplacements. Nous sommes aux États-Unis et ça coûte cher. Alors, participez donc à ce fundraising qui sera donc sur GoFundMe et aussi des structures que nous allons mettre à votre disposition d'ici très peu. Merci beaucoup, docteur Bogasako. Le Conseil constitutionnel est perçu comme un instrument politique, non comme une institution donc, de justice. L'opposition est à la croisée donc, des chemins, s'unir ou disparaître. Le pouvoir semble donc déterminé à verrouiller, hein, mais aussi à légitimer donc, disons, un passage en force. Elles viennent donc de confirmer un peu cela, Lady and Gentlemen. Ce n'est plus seulement une bataille électorale, c'est donc une bataille pour l'avenir donc de la démocratie. S'unir ou disparaître, résister ou céder. Voilà donc le choix. Cher ami, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à notre émission Le Labo Côte d'Ivoire donc de ce samedi 13 septembre 2025 et surtout portez-vous bien.